Aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu comment fonctionne le programme Data for Good pour ceux qui auraient besoin de détails supplémentaires. Et surtout, on va vous présenter, les assos vont venir se présenter leur challenge. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la soirée, les volontaires de Data for Good qui sont intéressés pour s'impliquer sur un projet aient déjà 2-3 projets en tête et éventuellement une équipe avec laquelle ils vont bosser pendant les 2 prochains mois. Qui est déjà venu à un événement Data for Good ici? Cool. Qui est data scientist? Purely. On a la moitié des gens environ. Qui est développeur? Ok. Et qui est project manager, business? Top. Bon, alors, je vais vous raconter Data for Good. Data for Good, c'est une communauté qui compte aujourd'hui 270 personnes qui ont exprimé leur intérêt de s'impliquer au moins quelques heures par semaine sur des projets tech à impact social. On a principalement des data scientists, quelques développeurs, quelques project managers, quelques designers. Le rôle de Data for Good et ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place des programmes qui permettent à tous ces volontaires-là de trouver une équipe et éventuellement des assos avec lesquels s'associer pour mener à bien un projet pendant 2 mois qui a un impact à la fin du programme. Et Data for Good met en place cette structure-là, on met en place des workshops, du mentoring, on rassemble les gens pour faire en sorte que les projets aient le plus d'impact possible. Notre nom, vous l'avez remarqué, c'est Data for Good / Base Impact. Qui connaît Base Impact ici? Pas mal de monde. Base Impact, c'est une ONG qui a été fondée aux États-Unis il y a 3 ans, qui adresse des problèmes sociaux de grande envergure avec la data science. C'est des équipes assez réduites, ils sont aujourd'hui une quinzaine aux États-Unis et en France, et ils travaillent avec des gouvernements et des grandes ONG à plein temps sur des projets qui durent plusieurs mois, voire plusieurs années. Data for Good, c'est la communauté en fait de volontaires qui partagent la vision de Base Impact, mais qui s'engagent de manière plus légère. Ça va de 2-3 heures par semaine à 2 jours par semaine. L'objectif de Data for Good, c'est pas d'arriver à des projets hyper sophistiqués qui fonctionnent parfaitement, qui ont mis plusieurs mois, voire plusieurs années à être développés. On essaye de mettre en place des POC, des projets plus simples, mais qui fonctionnent et qui ont montré quand même un impact, même s'il est relativement faible, pendant les 2 mois. En gros, on ne va pas chercher à développer des solutions hyper compliquées, vous aurez compris, mais on va chercher à développer des solutions qui ont un impact avant tout, c'est ça le critère majeur. Aujourd'hui, voilà, la communauté, on a 1800 personnes qui font partie du groupe Meetup, c'est ceux qui sont intéressés pour suivre les projets régulièrement, c'est-à-dire que ces personnes-là sont celles qui sont conviées au Demo Day. À la fin du programme, on présente tous les projets, etc. La dernière fois, on a présenté au wagon, il y a eu 250 personnes. Là, cette année, on constate un plus grand événement avec environ 400 personnes, et c'est des gens de différents mondes qui se retrouvent, des gens qui viennent de l'écosystème startup, des gens qui viennent de l'écosystème associatif, aussi des gens qui viennent du public. Pour la petite anecdote, par exemple, au dernier Demo Day qu'on a fait, on avait un projet qui était là pour détecter les restaurants insalubres en scrapant les reviews de La Fourchette, de Yelp, etc. Et dans le public, il y avait 3 personnes du ministère de l'Agriculture, 3 personnes du ministère de l'Agriculture qui sont tombées sous le charme de ce projet et qui ont continué les discussions pour implémenter cette solution en interne. Donc ça peut avoir un impact des modèles, l'objectif c'est de faire le buzz. Et on a 270 volontaires dont on fait partie. Comment on est structuré? Juste pour que vous sachiez, on est 5 à coordonner cette communauté, avec tous des rôles un peu différents. Et après, en fait, il y a des équipes, les équipes de volontaires, et nous, on est en relation avec un coordinateur de l'équipe. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément vous envoyer des emails à tous, on va surtout envoyer et être en contact avec le coordinateur de votre équipe, qui est soit une personne de l'association que vous allez aider, soit une personne qui connaît bien la personne de l'association que vous allez aider, soit la personne régulièrement qui a eu l'idée du projet sur lequel vous allez travailler. Et donc voilà, donc, la dernière saison, on a commencé avec 7 projets, il y en a 5 qui ont présenté à la fin. Là, cette saison, on va sans doute avoir autour d'une dizaine de projets, on va voir
en fonction de la facture aussi. Une équipe, c'est entre 3 et 5 volontaires avec des compétences complémentaires. Si on met 3 data scientists ensemble, ça va pas donner un beau produit à la fin. L'objectif, c'est d'avoir quelques data scientists, idéalement un développeur et un project manager ou un designer. Les types de projets sur lesquels on bosse à Data for Good, 3 types différents. Il y a des projets en rapport avec une association qui dispose déjà d'un dataset. Par exemple, on a déjà travaillé avec la Croix-Rouge pour les aider à mettre en place des systèmes de prédiction de la demande dans les centres de distribution alimentaire. Il y a des associations qui ne disposent pas de dataset, mais l'idée du coup c'est qu'on va utiliser des données ouvertes, on va scraper des données sur le web. Et après, sinon, il y a aussi des projets qui sont juste des idées des volontaires. Les volontaires ont réussi à assembler une petite équipe autour d'eux, et pendant les 2 mois, ils vont développer ce projet. Au Demo Day, on présente un MVP live, Minimum Valuable Product, quelque chose qui fonctionne, même si c'est simple. Le code, tout ce qui est fait dans cette communauté est bien sûr open source. Et l'objectif des projets, c'est pas d'avoir un joli code sur GitHub, mais c'est d'avoir démontré un véritable impact au bout des 2 mois. Les dates, c'est du 5 octobre au 5 décembre. On va avoir 10 rendez-vous où ensemble on va pouvoir bosser. Vous aurez du mentoring de la part d'experts en data science, en dev, en gestion de projet. Il y aura des sessions de code en équipe au Liberté Living Lab, qui est un lieu dans le Sentier très sympa qui ouvrira bientôt. Et à la fin, il y a des modèles comme vous pouvez compris. Voilà. Ça commence le 5 octobre, on peut se dire ça, et ça dure jusqu'à début décembre. Des modèles début décembre, près du 5 décembre. Liberté Living Lab, c'est l'endroit où auront lieu les rendez-vous hebdomadaires, dans le Sentier, à 2 pas d'ici. Voilà, le démodé, l'objectif c'est de permettre à vos projets d'avoir plus de visibilité et de recevoir un boost en recevant la visibilité de la presse, mais aussi des personnes qui peuvent débloquer certains datasets, des personnes qui peuvent vous aider dans le développement du projet. Et également, l'objectif pour nous, c'est de faire comprendre à plus de gens ce que c'est que Data for Good et d'attirer de nouveaux volontaires et de nouvelles associations. Une petite photo du modèle du batch 1. Les 5 projets qui ont touché au batch 1. En 2 mots, Impala, c'est une plateforme qui permet aux lycéens de s'orienter dans leur parcours scolaire en utilisant des informations sur la psychologie de chaque étudiant, mais également les prédictions du marché de l'emploi. Data for Food, c'est le projet de détection des restaurants dont je vous parlais tout à l'heure. Adoptez-moi, c'est un bot Twitter qui scrape automatiquement les annonces d'animaux abandonnés sur les différents sites de SPA et compagnie, et qui les rediffuse avec un format un peu plus sympa sur Facebook ou sur Twitter. Fratelli, c'est un projet avec une asso qui aide des jeunes dans des zones difficiles à s'orienter dans leur évolution et dans leurs études en les matchant avec des parents qui sont déjà passés par là et qui vont pouvoir leur donner des conseils. Le projet Fratelli qu'on a fait avec Data for Good, c'était en fait d'automatiser le matching en regardant sur les milliers de matchings précédents qui ont eu lieu, lesquels ont bien fonctionné et pourquoi, et du coup on va mettre un peu d'intelligence là-dessus. Et Team Spirit, c'est un projet qui va continuer lors du batch 2, ils vont le présenter ce soir, et du coup ils vous raconteront tout à l'heure. Voilà, lors du batch 1, on a fait 2 workshops, un workshop d'analyse sémantique chez Snips, un workshop de DataVis avec Quantoco, une agence de DataVis. Il y en aura peut-être 2-3 plus par ce batch. La presse suit de plus en plus les projets qu'on fait avec Data for Good, c'est quelque chose d'important pour nous parce que Data for Good, c'est aussi éduquer le grand public au pouvoir de la data science. Ça fait souvent peur, les algorithmes, etc. Nous, on essaie de montrer que les algorithmes, ça permet aussi de résoudre des problèmes sociaux. Et du coup, cet aspect éducatif est assez important dans notre démarche. Impala, c'est un exemple de projet qui a bien marché lors du batch 1, puisque aujourd'hui c'est devenu une entreprise, ils sont en train de lever des fonds, ils ont recruté dans leur équipe 2 à 3 personnes qui faisaient partie des volontaires lors du batch 1. Et aujourd'hui, ils continuent d'être accélérés. C'est un bel exemple. Donc ce soir, il y a des associations qui vont venir présenter ce qu'elles font et quelles sont leurs problématiques, leurs challenges sur lesquels vous allez pouvoir les aider. Il y a aussi des volontaires qui vont présenter des idées de projets sur lesquels ils aimeraient bosser ces 2 prochains mois. Si vous ne nous avez pas encore envoyé d'email pour nous parler d'idées de projet, mais que vous aimeriez quand même parler de quelque chose, dites-le nous ou manifestez-vous à la fin. Vous aurez 2 minutes pour expliquer votre projet.
Ensuite, je vous invite à noter ce lien quelque part. bit.ly/list_projet_dfg2 avec majuscule, que ce soit exactement comme ça. On vous enverra des emails quand même avec le lien, mais notez-le. L'idée, c'est que sur ce Google Doc, vous allez avoir la liste des projets qui ont parlé ce soir, avec une description de chaque projet et l'email du porteur de projet auquel vous allez pouvoir continuer à poser des questions après l'événement. L'objectif, en fait, c'est que d'ici 5 jours, chaque volontaire ait un projet sur lequel bosser et sache avec quelle équipe il va bosser dessus. D'accord ? Pour que le 5 décembre, on soit prêt pour attaquer les challenges et les différentes idées proposées. Est-ce que vous avez des questions avant que les autres commencent à pitcher? Est-ce que vous avez des questions sur le programme, sur comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez une idée de projet? Vous ne savez pas trop si vous pouvez pitcher ce soir ou pas? Claire? Ok. Cool. Pardon? Ça marche bien. Ok, génial. Alors, la première asso à pitcher ce soir, c'est Simplon. Bonsoir à tous, merci. Donc Simplon, c'est une entreprise sociale. Je le précise parce qu'on n'est pas une association, on fonctionne sous la forme d'une entreprise avec un but social, en particulier, qui nous permet d'avoir des fonds et de pouvoir lier avec les modèles économiques, les subventions, les mécénages, surtout les cadeaux. Donc voilà, quand on a une solution, on peut la déployer rapidement, parce qu'on a les moyens de le faire. Et le métier de Simplon, c'est de s'appuyer sur les tensions de recrutement qu'il y a sur certains métiers techniques du numérique, comme développeur, comme data scientist, comme cybersécurité, enfin tous les métiers numériques prêts à chercher pour faire de l'insertion chez les publics qui sont éloignés de l'emploi et du numérique. Donc on prend des purs débutants dans les quartiers, en ruralité, en outre-mer, en Afrique, et on les forme en fait de manière intensive, comme sur le format des bootcamps américains. Pour eux c'est gratuit, en revanche, c'est la différence avec les bootcamps américains. Et en quelques mois, en fait, ils acquièrent des compétences qui sont hyper recherchées sur le marché du travail, et on a un taux d'insertion à 3 mois qui est de 80%. Donc voilà, ils trouvent du taf et ils sont performants dans ce qu'ils font. On les forme, en 6 mois on ne fait pas des ingénieurs, mais on fait des gens hyper opérationnels sur du développement web, développement mobile. Et donc le premier challenge que j'ai envie de vous soumettre, c'est que on a des métiers qui nous intéressent, qui sont des métiers qui sont liés à la data. Donc on sait que la data science, c'est pas forcément un truc pour débutants, pour gens pas forcément diplômés, etc. Et on sait que dans les métiers de la data, il y a des métiers aussi qui peuvent être des métiers qu'on appelle d'artisans, et pas forcément d'ingénieurs ou des personnes qui ont des DEA en statistique ou un je ne sais quoi. Et on voudrait investiguer en fait des référentiels de formation qui sont liés au métier de la data et qui pourraient permettre de faire de l'insertion chez des gens qui sont soit pas diplômés, soit éloignés de l'emploi et du numérique. Donc déjà challenger nos réflexions, parce qu'on a déjà des référentiels, on a déjà des idées, mais on va dire la data c'est pas notre métier et on a des devs en interne, mais on n'a pas forcément des data scientists. Et donc challenger nos référentiels de formation et nos premières pistes, ce serait déjà un super service que vous pourriez nous rendre, parce que ça pourrait créer des emplois avec de la data pour des gens qui sont au chômage. Donc ce serait du data for good quelque part. Voilà. La deuxième chose, c'est que donc on s'appuie sur ce qu'on pourrait appeler un skills mismatch. Donc en fait, il y a des besoins de recrutement non satisfaits et des gens qui sont au chômage de l'OCDE. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de matching à faire entre des gens qui cherchent des profils, des plans de licenciement, des gens qui sont dans les bases de données Pôle emploi, des réfugiés, plein de gens qui ont des compétences mais qui ne matchent pas forcément avec le marché du travail. Et donc là aussi on dit que c'est un beau terrain de jeu pour essayer de faire des choses avec de la data. Donc on a, comme on a des devs dans la maison, on va dire, on a déjà scrappé le site de Pôle emploi pour géolocaliser les offres d'emploi informatiques sur une Google Map pour qu'ils puissent regarder quelles sont les offres d'emploi qui sont autour d'eux. Donc ça on l'a fait avec des devs, pas forcément avec des gens qui savent faire ça. Donc le site n'est plus maintenu, mais on a vu que ça marchait. Et c'est quelque chose qu'on aimerait bien utiliser et mettre à la disposition de toutes les écoles qui, comme nous, essayent de jouer sur ce levier d'emploi qui est numérique. Et après, voilà, on dit que l'État a des bases de données de tous les plans sociaux qui sortent. On se dit qu'il y a des entreprises qui ont des datas sur les reconversions et les salariés. Voilà, qu'on pourrait mixer tout ça et essayer de closer ce gap en fait, entre les skills d'un côté, des gens qui ont du potentiel et les besoins non satisfaits. Voilà, si on fait pour je pense que ce sera pas mal. Avec mon frère. Alors du coup, je
petit peu plus tard ou pas? Du coup, en fait, l'idée c'est que là, vous notez les projets qui vous intéressent et à la fin, dans 45 minutes, chaque porteur de projet viendra se répartir dans la salle et vous pourrez leur poser des questions directement. Et vous avez également l'email du porteur de projet pour ensuite vous poser des questions si vous voulez plus en détail. Ok, maintenant je vais inviter sur scène Crésus. Bonjour. Donc, je suis Petit Maxime de la Fondation Crésus. Alors, Crésus, c'est le rôle de nom. De quoi on s'occupe? On s'occupe de surendettement. Est-ce que. Pour vous expliquer pourquoi est-ce que je suis là, je vais peut-être commencer par casser un peu les idées reçues. Est-ce que vous savez quel est le record constaté en nombre de crédits sur une personne? Je demande. 150. Pas loin, 130 effectivement. Donc comme vous pouvez voir, il y a du champ à faire, et il y a du lien à faire, il y a du boulot à faire sur la prévention du surendettement. Crésus, on a été créé en 92 en Alsace, on est toujours en Alsace d'ailleurs, de temps en temps j'ai des pics d'accent, et on s'occupe de surendettement sur l'intégralité du territoire. On est 600 bénévoles, 25 salariés, on accompagne à peu près 110 000 bénéficiaires par an sur tout le territoire. Et à l'heure actuelle, on a aussi une plateforme de prévention du surendettement où c'est les banques qui nous envoient leurs clients en difficulté pour qu'on les aide à s'en sortir. Alors le truc, c'est que tout le problème, c'est qu'on a les données, on sait quelle est la situation, on a fait notre boulot de KYC comme des grands, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, au niveau de la détection, on en est loin. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les établissements bancaires, quand ils nous envoient quelqu'un, dans 52% des cas, c'est quelqu'un qui a un reste à vivre négatif hors dépenses alimentaires, hygiène et habillement, ce qui veut dire que pour se nourrir, il est obligé d'emprunter. Et là, 6 crédits en moyenne, et c'est 40 000 euros. Alors, un surendetté, ça ressemble à quoi d'après vous? Ça ressemble à vos parents. C'est 55 ans d'âge moyen, c'est 40% de retraités, c'est 30% de salariés, 37% de fonctionnaires d'ailleurs aussi. Et l'accident de la vie, comme on l'appelle, ça représente même pas 20% des cas. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment si c'est l'origine, si c'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire, est-ce que l'accident de la vie intervient avant ou après? À l'heure actuelle, il y a un seul fichier qui existe, c'est le FICP, qui recense les incidents. Alors juste pour vous dire, le FICP, ça ne marche pas parce qu'on nous envoie les personnes, dans 2% des cas, ils sont impayés. Donc ils sont déjà largement surendettés. Entre le moment où vous êtes FICP et le moment où vous êtes déjà en surendettement structurel, il se passe en moyenne entre 3 et 4 ans. Donc, comme dit, il y a du boulot, il y a de quoi faire. On a un projet d'établir un fichier national des crédits. Parce qu'on s'est dit que pour détecter quelqu'un qui devait beaucoup d'argent, ça serait mieux de savoir combien il doit. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a aussi un projet sur lequel on travaille qui est l'augmentation de notre CRM et de nos systèmes d'information, parce qu'on a pris le virage digital. Donc, à l'heure actuelle, on a des données sur 10 000 foyers qu'on a accompagnés et qu'on a sortis. Pour l'impact, un dossier de surendettement, ça coûte 6 500 € en frais d'instance par créancier. Il y a 9 créanciers en moyenne, et c'est pour une dette moyenne, d'accord, de 40 000 €. Sachant que là, je n'inclus pas le capital. Donc vous êtes un peu matheux, vous avez fait le calcul, vous avez compris toute l'absurdité des choses. Donc, on pense que le data peut rendre les choses plus rationnelles. On pense que le data, à partir du moment où il est correctement utilisé, qu'il n'est pas laissé dans une étagère, il peut servir à prévenir des choses. On y arrive déjà avec nos moyens et notre bricolage. Je me dis qu'avec des équipes de chez vous, on aurait de quoi largement éviter le drame à beaucoup de personnes. Juste pour info, dernier chiffre, vous aimez ça. Le surendettement, c'est 3 suicides par jour. Donc c'est au niveau de l'impact, c'est pas négligeable. Et franchement, il ne faudrait pas grand-chose. Il y a volonté de tous, et il nous faut juste un peu de structuration et un peu d'aide politique qu'on y a. Bibliothèques sans frontières, c'est une ONG qui a maintenant 10 ans d'existence et on travaille sur l'accès à l'information et à l'éducation pour les populations les plus vulnérables à travers le monde. Et il y a quelques années, en 2010, on s'est retrouvé en Haïti au moment du tremblement de terre. Et on s'est rendu compte à ce moment-là, parce qu'on a créé des bibliothèques sous-tentes dans les camps déplacés, on s'est rendu compte à ce moment-là que, en fait, l'humanitaire, la façon dont on intervient quand on fait de l'humanitaire, les grandes organisations, les Nations Unies, etc.,
en fait, apporte des solutions pour ce qu'on appelle les basic needs, vous savez, les besoins élémentaires, se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir. Mais en fait, très rarement, on prend en compte la dimension intellectuelle de l'être humain en danger. En fait, ce qui fait de nous des êtres humains. La capacité de lire, écrire, communiquer, coder, éduquer ses enfants, avoir une perspective pour l'avenir. Alors, c'est dans cette optique-là qu'on a créé un dispositif un peu spécial. Mais avant de vous raconter cette histoire, j'aimerais vous poser une question. Dans la salle, est-ce que quelqu'un sait, à part Fred et toute l'équipe d'Ashoka qui est derrière, est-ce que quelqu'un sait le temps moyen passé par un réfugié dans un camp aujourd'hui dans le monde? Vous avez dit 10 ans? 3 ans? Je pense que tu peux passer le seuil. Je sais pas, c'est moi qui passe le seuil? Ah ouais, c'est moi. C'est 17 ans. Et d'ailleurs, j'ai pas mis à jour ce slide parce que j'ai appris hier que le chiffre est dépassé à 18 ans. Donc c'est vrai que c'est un peu effrayant. Une fois qu'on a eu les besoins élémentaires qui ont été couverts, qu'est-ce qu'on fait? On s'est rapproché de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et du designer Philippe Stark il y a quelques années pour créer l'IDS Box, une médiathèque en kit qui tient sur 2 palettes. Vous voyez, c'est extrêmement solide, c'est des flight cases, ce que les musiciens utilisent pour transporter leurs instruments, et quand ça s'ouvre, ça crée un espace de 100 mètres carrés avec à l'intérieur une connexion internet, satellitaire ou 4G, des tablettes d'ordinateur, un cinéma avec un vidéoprojecteur, une télé, une bibliothèque avec des livres, plein d'outils créatifs, des caméras, de quoi faire du blogging, du théâtre, etc. Voilà, les 4 modules. Si vous passez vite, le temps est compté. On a déployé les premières IDS Box dans les camps de réfugiés au Burundi en janvier 2014, et depuis, on a constaté très vite en fait des impacts super forts en matière de protection de l'enfance, en matière d'éducation. On a quand même des études quantiques qui nous ont fait que faire place dans l'IDS Box pour faire une école normale, c'est plus de 24% en 3 mois de protection des enfants. Également en termes de résilience des communautés. Alors on a commencé à travailler avec les Nations Unies et un grand nombre d'ONG. Ici, vous voyez sur la route des réfugiés en Europe, on est à Athènes ici, mais on travaille aussi dans le camp de Lesbos qui a brûlé, vous avez peut-être vu il y a 2 jours. À la fin de l'année, on aura 55 IDS Box dans des situations d'urgence et post-conflit. Post-conflit parce que la Colombie, il y a un accord de paix qui vient d'être signé avec les FARC et on va déployer des IDS Box dans les zones de démobilisation des FARC, où ils vont pouvoir rendre leurs armes et justement essayer de faire culture commune, reconstruire la paix. Mais il se trouve que très vite, en fait, on a eu plein de collectivités en France, aux États-Unis, en Australie, qui sont venues nous voir, et des associations qui sont venues nous voir en nous disant « Mais attendez, votre histoire, c'est pas que pour les réfugiés, ça nous intéresse aussi pour nos banlieues, pour les jeunes qui n'ont pas accès à la culture un peu partout en France, aux États-Unis, pour les gens en zone rurale qui ne peuvent pas se déplacer jusque dans les bibliothèques. » Et comme ça, on a commencé à en déployer un peu partout. Aujourd'hui, on est présent dans les 5 continents, avec à peu près 70 IDS Box d'ici la fin de l'année qui seront déployés. Alors, cette histoire, elle est importante pour nous parce que, en fait, et d'être là aujourd'hui, c'est extrêmement important pour nous parce que, en fait, l'IDS Box, le cœur de l'IDS Box, c'est un serveur. C'est un serveur qui se connecte à Internet, qui permet de rediffuser un réseau Wi-Fi localement pour que les gens puissent se connecter avec un mode your device, mais aussi avec tous les équipements qui sont à l'intérieur. Et ce serveur, il a aussi énormément de contenu local, vous pouvez imaginer, parce que des fois, quand on est au fin fond du Burundi, les connexions Internet, c'est pas top, des volumes qui sont limités, c'est pas toujours simple. Et donc du coup, on a un serveur qui est intéressant parce qu'il collecte plein de data. Il collecte des logs sur tout ce que font par exemple les utilisateurs dans les box. On peut savoir aujourd'hui, on pourrait théoriquement savoir combien de minutes de Skype ont été utilisées par des réfugiés à Lesbos pour contacter leur famille restée au pays. Donc on a un serveur qui collecte de la data. Aujourd'hui, on apprend petit à petit à traiter cette data, ça prend du temps. On a commencé à travailler justement sur une première analyse avec, alors ça, c'est Grégoire, tu peux peut-être lever la main, qui est le CTO et qui pourra vous donner toutes les questions techniques de Monty, Kidana et Elasticsearch. Ce dont on a besoin, c'est une analyse plus approfondie, une visualisation de ces log serveurs. C'est générer des logs applicatifs, c'est une diversification des métriques collectées. Et c'est en fait de l'intelligence collective pour se dire, mais tiens, demain, est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin? Par exemple, est-ce qu'il y a des liseuses, je n'ai pas dit ça dans les box, c'est des liseuses électroniques. Aujourd'hui, une liseuse électronique, elle permet de calculer la vitesse de lecture. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, croiser une data de, tiens, cette personne, elle lit son livre à telle vitesse,
et en même temps elle prend des ateliers d'alphabétisation à fond. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact de l'atelier d'alphabétisation sur sa vitesse de lecture? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin, vous voyez, dans la collecte de métriques pour justement informer sur les bonnes actions qu'il faut mettre en œuvre? Je finirai simplement en disant ça, je crois que le temps est terminé. Une IDS Box, ça coûte un peu cher. Aujourd'hui, c'est 40 000 euros une IDS Box, mais il y a beaucoup de choses derrière. Et évidemment, le monde de l'humanitaire travaille sur l'efficience et le coût par usager final. Quand on peut montrer qu'une IDS Box a 25% d'impact en plus par rapport à une école normale, peut-être que c'est plus cher qu'une école normale, mais ça apporte énormément plus pour les enfants. Donc c'est aussi à ça que ça sert la data, c'est à prouver justement l'efficacité et l'impact de projets qui font parfois peut-être plus coûteux, mais qui ont beaucoup plus d'impact que si on mettait 25% de moins d'investissement de départ. Merci beaucoup. Bravo. Maintenant, je vais enregistrer l'Institut. C'est dur à dire. L'Institut de santé frénésique. Bon, alors moi, normalement, j'ai rien à dire ici, parce que pas du tout mon monde. Moi, je suis chirurgien. Je suis un peu plus vieux que vous. J'étais un peu cofondateur de l'État du monde, donc j'étais un peu dans le militaire. Et je suis un petit peu connu parce que j'ai inventé une technique pour réparer les clichés. Et puis après, je me suis occupé de ce dont je voulais parler, c'est-à-dire pas les mutations sexuelles, mais les violences faites aux femmes. Donc nous avons été élus fellow avec Frédéric Mars, une femme que j'ai rencontrée. Je ne peux pas se faire sans une femme. Alors je suis un peu tombé parce que d'habitude quand je fais le topo, il y a 70 à 80% de femmes. Donc nous on s'occupe de violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, il n'y a pas plus grave problème de santé publique. Si vous prenez 10 femmes, quelle que soit la condition sociale, le milieu, le monde, le pays, 3,8 sur 10 seront victimes de violences ou confrontées à une situation de violence au cours de leur vie. Donc il n'y a pas plus grave. Et malheureusement, ce problème il est très très mal traité parce que le politique il réagit sur des chiffres. Et quels sont les chiffres? Les chiffres sont les dépôts de plainte. Et les dépôts de plainte sont entre 5 et 7%, ce qui est très très en dessous de ce que ça devrait être. Du coup, le politique considère que c'est pas si important que ça. Et du coup, tout le monde déconne, c'est-à-dire la société civile ne répond pas à ces femmes qui sont dans une situation de détresse que vous ne pouvez pas imaginer. Elles ont besoin de tout, elles ont besoin d'être accompagnées sur le plan sanitaire, social, juridique, psychologique. Donc l'idée qu'on a eue, qui s'appelle l'Institut en santé génétique, on va changer de nom. Santé génétique, c'est un terme anglo-saxon, gender issue, c'est-à-dire santé materno-infantile. Bon, bref. On a choisi donc d'ouvrir un centre qui traite à la fois de toutes les formes de violence, et ça s'est jamais fait, donc à la fois les violences conjugales, tout le monde faisait un peu de violence conjugale, le viol, l'inceste, les violences au travail, etc. Et dans ce centre, on fait tout, c'est-à-dire qu'on va tout leur offrir, à la fois le sanitaire, le psychologique, jusqu'au chirurgical, parce qu'il y en a quelques qu'il faut gérer, et le juridique et tout. Alors ça a l'air bête, mais on n'a jamais fait ça, et on a fait ça, on a ouvert il y a 2 ans et demi, et depuis on a plus de 1000 femmes en suivi. Malheureusement on a trop raison, et on arrive à les sortir de là, et à les accompagner dans la pérennité. Là où c'est intéressant, il y a 2 domaines dans lesquels vous pourriez intervenir. Le premier, c'est qu'on ait un dispositif de détection et de prévention, c'est-à-dire qu'on essaye d'intervenir ou de détecter ces femmes bien en amont des violences les plus graves. Et ces violences vont se déclencher n'importe où. Et donc on a passé 4 ans avant à former des gens de la société civile partout. Alors c'était les commissariats, les gendarmes, les esthéticiennes, les coiffeuses, les boulangères, les médecins, les gynécos, tout le monde, à détecter un peu. Donc il y a un problème de détection dans lequel il serait très très intéressant de pouvoir affiner notre processus. Parce que plus on est en amont, plus on est efficace. La deuxième chose, c'est que ces femmes, elles nous apportent, ce sont des femmes qui n'ont jamais parlé. Hein. Quel que soit le type de violence, vous êtes dans le silence, et on commence par un truc, c'est qu'on les fait parler, et c'est le début du processus. Et dans cette prise de parole, elles vous livrent un nombre d'informations qu'elles n'ont jamais données, et on a un nombre de data, un nombre d'informations qui sont extraordinaires, et quand on commence à les exploiter, on a un premier marqueur, un premier indicateur,
sur nos femmes à nous, on est à 37% de taux de plainte au lieu de 5 à 8%. Donc c'est considérable. Alors, où je veux en venir, c'est que dans notre développement, qui est complètement exponentiel, parce qu'on est écrasé par l'opérationnel, on est en train d'ouvrir un certain nombre de portes. La première chose, c'est que les universités de Paris, qui s'appellent l'USPC, toutes groupées, et les grandes écoles, nous ont confié, parce que ça apparaissait nous le mieux placé, le traitement du harcèlement sexuel dans l'université. C'est un problème qui n'est pas connu, mais qui est gigantesque. Donc on s'occupe, on aura une population jeune. Ensuite, on s'occupe de plus en plus de migrants, ça a l'air évident, parce que dans les migrants, il y a la moitié des migrants dont on ne parle pas, qui ne vont pas au boulot, c'est les femmes, et elles sont beaucoup plus victimes que les hommes, et personne n'en parle. Ensuite, on s'occupe de femmes victimes d'addiction, et on investit quelque chose qui n'a jamais été investi, c'est la ruralité, c'est-à-dire même dans des zones très proches de Paris, vous avez des zones où il n'y a plus de médecins depuis 4 ans ou 10 ans, il n'y a plus d'administration, plus rien, il n'y a plus personne. Donc en fait, on va chercher toutes les niches où les femmes sont toutes seules. Donc, on est en recherche, si vous voulez, d'exploitation des données qu'on a qui sont considérables pour détecter et mieux appréhender ces femmes. Il y a 3 grandes catégories sur le plan, si on prend le plan numérique. Vous avez les jeunes, qui sont effectivement branchés, qui communiquent, mais on n'a pas commencé à exploiter la façon dont ils communiquent ou dont ils changent dans la communication. Et par exemple, dans le harcèlement, c'est très net. Il semblerait qu'ils se mettent à communiquer différemment. Donc on a plein de choses qu'on pourrait investiguer là-dedans. Il y a la deuxième chose, c'est la fracture numérique induite, c'est-à-dire dans le processus de violence, des femmes qui étaient connectées ou qui avaient accès n'ont plus brutalement accès. Alors on leur pique leur ordinateur, leur téléphone portable, etc. C'est un vrai problème. Et il y a une troisième catégorie de femmes qui n'ont jamais eu accès au numérique, et ça c'est très très intéressant. Donc voilà quelques sujets, j'espère vous motiver, parce que nous on est à bloc là-dessus, et si on pouvait vous emmener là-dedans, ce serait un message très bien. L'Institut Santé Générique. Maintenant, on va inviter l'Oxfam. Oxfam, bonjour. Je représente ce soir Oxfam, qui est une organisation internationale en fait, qui est des organisations, enfin, qui travaille en réseau avec des organisations dans 18 pays. Donc moi, je représente Oxfam France, et on aborde chez Oxfam la question des inégalités et des causes profondes des inégalités. Et on aborde cette question-là par plusieurs angles, et mon dada à moi, c'est la question de l'évasion fiscale, qui, comme vous le savez, a des conséquences énormes sur la société. Ça mine les budgets des États, ça renforce les inégalités, etc., à la fois dans les pays du Sud, mais aussi en Europe. Et du coup, nous, on essaye de promouvoir en fait, des mesures de lutte contre l'évasion fiscale, d'inciter les décideurs politiques à mieux réguler l'activité, parce que l'évasion fiscale c'est à la fois les particuliers mais c'est aussi beaucoup les entreprises, et donc le problème c'est qu'elles utilisent souvent des moyens qui sont pas encore illégaux, enfin qui sont légaux mais pas encore illégaux, pour pratiquer l'évasion fiscale. Et donc une de nos grandes demandes en fait dans cette perspective-là de lutter contre l'évasion fiscale, c'est la transparence. En fait, pour mieux réparer le système fiscal qui ne fonctionne plus, qui permet à énormément de particuliers d'entreprises de ne pas payer leurs impôts, il faut d'abord démonter la machine et comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous, on demande ce qu'on appelle la transparence. Et une de nos grandes mesures en fait, qu'on prône depuis quelques années, c'est un truc qui s'appelle, c'est un peu barbare, mais qui s'appelle le reporting pays par pays public. C'est juste l'idée toute simple qu'une entreprise, les très grandes entreprises, les grandes multinationales, doivent en fait en dire un peu plus sur ce qu'elles font dans chaque pays. Et si on sait un peu plus sur ce qu'elles font dans chaque pays, on pourra en fait, à quoi ça sert? Ça sert à détecter les montages, les circuits de l'évasion fiscale légale, et on pourra se rendre compte par exemple que les paradis fiscaux ont une place disproportionnée en fait dans l'activité des grandes entreprises. Et vous avez vu les derniers cas Apple, etc., où on a découvert qu'ils payaient 0,005% d'impôts. Donc voilà, c'est exactement ça qu'on cherche à... Voilà, c'est exactement ça qu'on cherche à comprendre. Et en fait, cette mesure-là, elle existe en fait déjà pour les banques, et les banques françaises, mais aussi toutes les grandes banques européennes. Et ça prend un peu cette forme-là.
Et en gros, là, c'est Société Générale qui nous dit, bah voilà, moi je suis présent en Afrique du Sud, j'ai 92 personnes qui travaillent, je fais un chiffre d'affaires de 14 millions, et avec ça, je retire 7 millions de profits, et je paye 2 millions d'impôts, etc. etc. Et ça, ils nous le disent pour chaque pays. Du coup, nous, ça nous intéresse énormément, et l'objectif ultime, c'est d'avoir cette transparence-là pour toutes les grandes entreprises, et pas que pour le secteur bancaire. Et donc ça, nous, on l'a demandé pendant des années, et du coup, forcément, quand c'est sorti, donc, pour la première fois c'était l'année dernière, on l'a exploité, et on en a fait un rapport avec d'autres associations, et donc on a mouliné toutes ces données pour essayer de trouver les grandes tendances et qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de ces données. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, je ne peux pas vous le présenter de manière extensive, mais en gros, on a pu avoir des grandes tendances, et on a vu que dans les activités internationales des banques françaises, les paradis fiscaux, c'était un tiers de leurs bénéfices pour un quart de leur chiffre d'affaires. Elles payaient un cinquième de leurs impôts et il n'y avait qu'un sixième de leurs employés qui étaient dans ces territoires-là. Donc, on peut voir la petite déconnexion. Et pareil, en Irlande, qui est un paradis fiscal notoire, l'employé, en moyenne, il rapporte énormément de profit. Tac, tac, tac. Donc, les banques dans les paradis fiscaux, c'est à la fois pour elles-mêmes, pour leurs clients et aussi pour pratiquer des activités financières plus risqué, plus dommageable. Et pourquoi je suis là en fait ce soir, c'est qu'on a un projet de faire une étude similaire, mais pour beaucoup plus de banques en fait, 4 fois plus, et on va étudier cette fois-ci les 20 plus grandes banques de l'Union Européenne. Et parce que ça va nous permettre aussi de faire du plaidoyer pour l'extension de la transparence pour toutes les grandes entreprises. Et donc pour mieux lutter contre l'évasion fiscale. Et qu'est-ce qu'on a en fait aujourd'hui? Nous, on a collecté toutes les données sur un tableau Excel tout simple. On a fait plein de calculs avec notre tableau Excel. Et en fait, pour avoir plus d'impact, l'enjeu pour nous, ce serait d'utiliser ces données pour les mettre en valeur, parce que clairement, dans notre travail quotidien, si on montre ces données à la fois à un citoyen lambda, entre guillemets, si on montre un tableau Excel, ça ne nous parle pas. Et si on montre un député qui n'a pas du tout le temps, ça ne lui parle pas. Et on a besoin, nous, que le député, en 2-3 coups d'œil, il ait compris le problème et il ait compris les grandes tendances qu'on extrait de ces données. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais appel à vous pour quelques besoins. En fait, donc là, comme on est déjà à l'étape, on a déjà collecté les données, donc en fait, c'est en PDF à la base dans les rapports annuels des banques, il y a tout un travail d'extraction. Qui est déjà fait, mais pour les autres années, c'est aussi intéressant d'automatiser ça. Et l'idée, ce serait en fait de ne pas se contenter des données que les banques nous donnent, mais de croiser avec plein d'autres bases de données disponibles. Et surtout, ce serait de faire des visualisations qui nous permettraient ensuite de créer un site internet ad hoc, etc., pour qu'on ait à la fois un rapport papier et ensuite un support qui serait diffusable beaucoup plus facilement. Et en fait, le dernier point, c'est vos idées à vous, parce que c'est aussi un champ que nous on découvre en tant qu'ONG, et moi aussi particulièrement, c'est pas mon écosystème. Et si vous avez des idées de génie sur tiens, on peut faire ça, on est très ouvert en fait à la discussion, et voilà, et je suis dispo. Je m'appelle Antoine, je suis fondateur d'Impala. Nous, notre mission, c'est de décloisonner un peu ce monde de l'orientation, aider les jeunes à trouver leur voie avec une vision beaucoup plus, on va dire, à jour. Et donc, du coup, on a participé au premier batch avec Adrien, on a rencontré les data scientists. Et peut-être que pour ceux qui n'étaient pas là, je peux peut-être faire une petite démo live de ce qui était fait. Ça peut être cool. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît l'ONICEP. C'est le site agréé par le ministère de l'Éducation nationale pour faire des ressources d'orientation. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est l'ONICEF. Et on allait voir plein de jeunes, on leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez. Ils nous ont tous dit, on ne sait pas ce qu'il faut faire, c'est fait pour nous aider, mais on peut faire. C'est hardcore. Et par contre, ce qui est assez incroyable, c'est que même si c'est mal foutu en termes de forme, en termes de fond, il y a énormément d'informations. Nous, on s'est intéressé pour le POC qu'on a fait avec Data Good au contenu qui est dans les fiches métiers. Donc tout le contenu textuel ici.
Hop, j'en prends une au hasard. Et il s'avère qu'en fait, il y a quand même pas mal d'informations qui a été recueillies par l'UNICEF, des fiches métiers qui sont plutôt complètes, avec des informations aussi qualitatives que quantitatives, donc le salaire, le nombre d'années d'études, et du texte, nature du travail, l'exercice, accès au métier. Sauf que ça donne pas trop envie de dire ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé du coup cette information en utilisant la TPM. Désolé Adrien. Avec des algorithmes du coup d'analyse sémantique, donc c'est-à-dire d'analyse de texte, qui permettent de faire ça. Voilà, c'est ça. Alors voici ce qu'on a présenté au premier page de Data for Good. C'est la cartographie des métiers. Donc ça c'est tel quel ce qu'on a montré. C'est le POC qu'on a réussi à prendre avec les bénévoles. Chaque point de cette carte représente un métier de l'UNICEF. Et en fait, ce qu'a fait l'algorithme d'analyse sémantique, c'est regrouper les métiers par similarité. Donc deux métiers proches sur la cartographie sont proches dans la vraie vie, d'après l'algo. Et ce qui est fou, c'est que nous, on a vérifié derrière à la main et ça fonctionne plutôt bien. Donc là, par exemple, vous avez un groupe menuisier et verrier. Donc on a conclu que ces métiers-là, ce cluster de métiers correspond au métier de l'artisanat. On a rajouté aussi des filtres, comme le salaire. Plus le cercle est gros, plus le salaire est élevé. Et ça donne tout de suite une autre forme de visualiser l'information qui est, à mon sens, extrêmement intéressante pour les jeunes. Donc ça, c'est l'exemple d'époque qu'on a montré au premier batch. Depuis ça, on l'a validé auprès de jeunes, on l'a montré à la ministre de l'Éducation qui a surkiffé, qui a trop adoré. Elle avait même joué avec les points, elle a demandé comment ça fonctionnait. Et maintenant, on continue un petit peu en faisant en interne pas mal de petits POC, donc pas mal de petits prototypes, pour vérifier un peu les différentes idées qu'on a, comment et l'enjeu étant toujours de manipuler les sets de données qui existent déjà, de manipuler avec la data science pour en faire des trucs utiles. Donc aujourd'hui, on a des challenges sur lesquels on essaie de travailler, que je vais vous proposer. Le premier, c'est faire un constructeur de parcours. Je ne sais pas si l'exemple de l'UNICEF, c'est un premier exemple, c'est que dedans vous voyez que si quand on est en terminale, on veut savoir quel métier faire, quel métier faire, l'information est tellement bordélique qu'on ne trouve aucun sens. Nous, ce qu'on veut faire, c'est voir si on arrive à articuler les formations, les métiers, les moyens pour y arriver, des exemples de parcours, de façon très visuelle, de façon très graphique, pour que les gens puissent facilement, en quelques clics, visualiser les prochaines étapes qui lui sont accessibles. Ça, c'est un premier challenge. Un deuxième challenge qui peut être aussi intéressant, c'est, je ne sais pas si vous avez vu récemment sur Le Monde, mais il y a un article qui parlait des données d'APB, admission post-bac, donc c'est le portail d'admission dans lequel rentrent les jeunes leurs vœux. Et il y a une association qui veut faire en sorte que toutes ces données soient rendues publiques. Donc le code source, l'algorithme d'APB qui décide du futur des jeunes, soit rendu public. Et nous, on a une idée, on s'est dit, faisons un simulateur APB. Donc prenons ce code source dès qu'il sera dispo et aidons les jeunes avant de tomber sur APB, de pouvoir simuler leur propre. Donc voilà, si vous voulez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Jonathan, tu veux Bonsoir à tous. Je m'appelle Valentin, je représente l'équipe Team Spirit et aussi du batch 1 de Data for Good. Alors ce qu'on voulait faire, c'était un algo pour détecter des profils sur Twitter à partir des tweets. On s'est basé sur un algo de recherche de Microsoft notamment. On est 4 là-dessus. Le data scientist de 65, Bettina qui est ici et Romain qui est appelé ça. Et on est 2 développeurs aussi, donc Luc et moi. Et en fait, on cherche des gens pour coordonner un peu le travail avec les assos.
On travaille sur la détection de profils donc dépressifs pour l'instant, mais ça pourrait s'étendre à n'importe quoi, notamment aux femmes battues, comme dans le projet de Monsieur là-bas. Et n'importe quel autre profil qu'on pourrait détecter sur Twitter. Donc si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez venir nous voir juste après. Ouais, ça serait plutôt un profil de product manager, de coordinateur, notamment avec notre Farbouze et puis des assos. Ouais. C'est aussi intéressant avec la radicalisation religieuse. Ouais, donc là, c'est un peu basculé, c'est-à-dire que pas besoin forcément de data scientist, enfin l'équipe technique est là, bien présente et très solide, et plus de comment gérer la relation avec des assos, pour qu'une fois que les personnes potentiellement en danger sont identifiées, pour qu'elles puissent être mises en contact avec des assos qui la viennent en aide. Maintenant, Peter, tu vas parler de ton projet. On est sur un projet et là, pour la deuxième session, j'aimerais proposer un projet sur le prix des logements à Paris, donc des loyers. Je suis encore étudiant et pour trouver un loyer, pour trouver un logement, c'était vachement dur. J'ai parcouru tout le bon coin, tout PAP pour trouver une offre que je pouvais payer. Et en fait, à l'époque, je ne le savais pas, mais depuis l'année dernière, il y a eu une nouvelle loi qui a fait un plafonnement des prix des loyers à Paris. Et c'est une loi qui est juste appliquée à la Paris et qui est très peu appliquée. En fait, en gros, plus de la moitié des offres sur le bon coin sont plus chères que cette nouvelle loi du plafonnement. Donc, moi, ce que j'aimerais bien par ce projet, c'est essayer de voir, de réfléchir à ce qu'on peut faire. Et par exemple, ça pourrait être regarder toutes les offres qui sont sur les sites de particulier à particulier et de faire du text mining dessus, donc de l'analyse de texte, pour voir quelles offres sont trop chères, soit par rapport à la moyenne, ou soit par rapport à la loi de régulation des loyers. Et en application finale, ça pourrait être soit un partenariat avec des sites de particulier à particulier pour qu'ils bannissent les offres correspondantes, soit par exemple faire une extension Chrome que chacun pourra installer sur son ordinateur et qui permettrait de, comme avec Bloch, supprimer directement les offres correspondantes. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas encore de projet très bien défini, donc tout le monde est bienvenu. Bonjour, je suis Baptiste. Bonjour, moi c'est Nina. On fait partie de l'association What Science qui cherche à promouvoir les sciences sans stéréotypes. Et donc nous on travaille sur un projet e-count. Et donc qu'est-ce que vous diriez si on vous disait qu'aujourd'hui il y a un outil qui est capable de changer les mentalités au niveau de la parité homme-femme et qui est applicable au quotidien? Donc en vérité c'est assez compliqué d'avoir une discussion sur la parité, car c'est un sujet qui touche à beaucoup de questions personnelles et intimes. En fait, les chiffres parlent quand même d'eux-mêmes, seulement 30% de femmes dans la recherche, aucune femme au CAC 40 par exemple, et on peut constater qu'il y a un écart de 20% de salaire pour les mêmes compétences entre hommes et femmes. Et du coup, comment parler de parité sans s'enflammer? Donc nous, on a développé une application et un site internet pour mesurer de manière scientifique et pour analyser des données de ratio homme-femme. Donc il s'agit d'e-count, comme l'a présenté Nina, donc un projet qui se situe à la convergence de plusieurs communautés, sciences citoyennes, égalité homme-femme, big data et transformation digitale. Donc nous, on compte un peu tout le temps, on compte les ratios, dans les conférences, au boulot, qui parle le plus, qui assiste à la conférence, est-ce qu'il y a plus d'hommes et de femmes, combien, qui sont les speakers, ceux qui organisent. Et donc
que vous pouvez faire ça pendant un meeting au boulot, si vous êtes en cours? Est-ce que quand vous prenez un taxi, c'est un homme ou une femme, pareil pour le bus, ça s'applique n'importe où, à la télé, au journaux, à la télévision, enfin, vraiment partout. Et donc, c'est le but que dans n'importe quelle situation, vous puissiez utiliser l'application. Donc les données sont stockées dans une base de données que chaque citoyen peut analyser sur le site count-app.org. Et en parallèle, en fait, on travaille avec des instituts comme Sciences Po pour faire ce travail justement de comptage et de mise en avant des femmes sur toutes les conférences, par exemple d'un semestre de cours, pour avoir des données complètes dans cet environnement de l'éducation supérieure. On pourrait le faire dans d'autres environnements, par exemple avec des instituts de recherche ou autres. Et donc, du coup, comment est-ce que notre projet va vraiment améliorer les choses? Et en fait, donc, il permet, en 3 points, il permet de créer une prise de conscience individuelle des inégalités existantes entre les hommes et les femmes. Il aide les entreprises à aborder différemment les thèmes de parité et de mixité en créant des applications sur mesure pour les entreprises. Et il permet d'explorer de nouveaux thèmes de recherche, comme par exemple essayer de mettre en place un nouvel indicateur de parité pour la recherche notamment. Et donc nous, on a plusieurs challenges, à la fois techniques et un peu stratégiques. Donc pour ce qui est de technique, on aimerait avoir des développeurs qui puissent nous aider à créer une plateforme pour rendre notre application e-count modulable en fonction des demandes des différentes institutions ou entreprises. On aimerait aussi avoir d'autres data scientists qui puissent nous aider à faire de l'analyse de données et un peu de visu de manière un peu plus innovante et accessible pour le grand public pour faire de l'information. Et au niveau stratégique, en fait, on voudrait un peu réfléchir au devenir du e-count. Comment ça peut se développer? Qu'est-ce qu'on pense peut-être? Est-ce que ça pourrait devenir une start-up? Qu'est-ce qu'on peut en faire et comment est-ce qu'on peut le rendre accessible à le plus de gens possible tout en restant dans les bénéfices social et bénéficiables à tous. Merci beaucoup pour votre attention et donc n'hésitez pas à venir nous parler à la fin des sessions et à bientôt. Supérieur depuis peu et je suis par ailleurs militant associatif pour l'accueil des réfugiés, notamment des étudiants réfugiés en France et dans les établissements. Pardon. Donc voilà, petite presse, il y a beaucoup à faire, je vous assure. Et alors là je viens au nom, représenter le ministère de l'Enseignement supérieur et on a un projet du coup, je te remercie, on a un projet que je vais vous en discuter juste après, un petit rappel, il y a 14 000 réfugiés demandeurs d'asile qui ont eu le statut de réfugié cette année, en 2015, un chiffre en 35% d'augmentation, il y a 1000 réfugiés dans les universités françaises et dans les écoles, des grandes écoles, donc c'est un chiffre qui n'arrête pas d'augmenter, qui va encore augmenter dans les prochaines années. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi on est là ici, parce que le ministère de l'Enseignement supérieur donc du coup s'investit sur cette question-là, notamment en termes d'information, et donc il y a une page web qui va être mise en ligne, dont l'objectif est de centraliser les données qui peuvent être utiles aux étudiants réfugiés, c'est-à-dire toutes les données qui puissent exister, la formation, l'orientation, la reconnaissance des diplômes, etc. J'en passe. Vous connaissez ça aussi bien que moi, j'imagine, en tant qu'étudiant français. Ensuite, notre besoin, pourquoi en fait on vient vous voir ce soir, c'est que on aurait besoin de vous pour développer justement cette page informatique, cette page web. Et pourquoi en fait on vient là? Parce qu'il y a un manque de ressources, un déficit des ressources et de compétences au sein du ministère de l'Enseignement supérieur sur les questions New Tech. Et du coup, on aurait besoin de vous justement pour permettre à cette plateforme d'être opérationnelle et d'être le plus utile possible. Pourquoi au final? Je donne l'exemple d'une petite histoire qui s'est passée dans une réunion au ministère l'année dernière. Un réfugié nous a présenté, il expliquait qu'il allait dans une fac, il s'est inscrit, il était super content, et puis là d'un coup il arrive, bam, il arrive devant le bureau, ah c'est pas la bonne université, il s'est trompé, du coup il n'a pas eu la bonne information, il se met du coup à totalement s'effondrer, à pleurer, il était vraiment au bout de lui, ce que je peux comprendre, parce que vous imaginez bien les services, l'université, tu montes au bureau, ah non c'est pas là, il faut redescendre, etc. En tant que Français déjà on galère, alors imagine si tu parles pas la langue et que tu connais absolument pas le système ici en Europe et en France, c'est
c'est compliqué, encore plus. Du coup, les données, elles existent, elles sont là, sauf qu'elles sont dispersées, et on a besoin de les agréger, et, sur tous les sites de formation. Par exemple, je vous prends un point très rapide. On arrive sur la page web, tac, je cherche, un étudiant réfugié, il veut reprendre des études de droit international, bing, toutes les études de droit international s'affichent avec la salle, l'horaire du bureau, etc., qui permet donc de donner une information juste, précise, et vraiment d'aider la personne au quotidien dans ses démarches. Donc ça, c'est vraiment le besoin qui est fondamental. Moi, je travaille à la DGRI, la Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation. Le service des stats est juste en dessous, et du coup, toutes les données y sont représentées. Et l'idée, du coup, ce serait en partant, je vous ai donné l'exemple de l'offre de formation, mais ça peut être très bien aussi, par exemple, les services sociaux de la fac, les services culturels, les associations présentes. Et donc, on voit vraiment qu'il y a un manque de ce côté-là, et ça pourra avoir un impact super fort, déjà pour les publics, donc les réfugiés qui souhaitent reprendre des études, et qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, c'est ça, oui, le site internet sera lancé dans tous les cas, mais si vous mettez un petit coup de patte pour faire bouger tout ça, ce serait vraiment stylé, et ça permettrait de changer, je pense, la vie de pas mal de gens assez rapidement, en tout cas ici maintenant en France. Donc du coup, le service des stades a tout. Et ah oui, notamment, dernier point, la manière dont les institutions réfléchissent, pensent la question migratoire, et aussi bien la question des new tech avec les organismes publics. Donc je représente vraiment ce soir un organisme public qui centralise toutes les offres de formation, enfin toutes les études, que tout le monde ici fait des études, c'est là où je bosse, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera, parce qu'il y a du besoin, et c'est cool, quoi. Merci. Merci beaucoup, Jules. À toi, Léna. Bonjour à tous. Je m'appelle Léna, je suis coordinatrice de projet. J'étais d'abord dans l'humanitaire, ensuite interreligieux. Aujourd'hui, je viens vous parler des réfugiés, moi aussi. Je viens vous parler d'un problème de coordination que beaucoup d'associations rencontrent. Si vous voulez, je me suis rendu compte de ce problème il y a un an quand j'ai décidé d'être bénévole à Calais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de denrées qui étaient apportées par des gens de toute l'Europe, mais qui ne savaient pas ce dont ils avaient besoin, quand, à qui s'adresser. Donc voilà, vous avez des images comme celle-ci, vous avez des camions qui arrivent, qui en trouvent et qui balancent les denrées. Voilà, vous vous retrouvez souvent dans cette situation parce que les gens qui ouvrent n'ont pas forcément besoin de ce qu'il y a dans le sac et ça finit par terre. Et à côté, vous avez toujours des gens qui ont besoin de ces mêmes choses que vous trouvez par terre. Donc, face à... Donc, il y a cette situation. Il y a une deuxième situation, c'est celle que l'on trouve le plus souvent en ville. On a d'une part des personnes qui sont prêtes à s'engager de n'importe quelle façon, mais qui ne savent pas à qui parler, comment faire. On a aussi des associations qui font beaucoup de maraudes, beaucoup d'enseignements, de traduction. Et au final, il y a peu de moyens pour elles de se coordonner. On trouve qu'il y a des doublons et que d'un autre côté, ça ne permet pas d'avoir une bonne visibilité pour les réfugiés. Et donc là, voilà, il s'agirait de pallier à plusieurs problèmes. D'un côté, voilà, les migrants doivent s'y retrouver. D'un autre côté, on est face à des personnes qui ont envie de s'engager, il faudrait qu'elles puissent le faire de la meilleure façon possible et qu'elles ne s'épuisent pas, parce que c'est très important dans le monde de l'humanitaire. Donc je viens vous voir ce soir parce que le projet dont je vous parle, c'est un projet qui a beaucoup mûri, qu'on a essayé de mettre en place avec d'autres associations, et il manquait toujours des développeurs et des data scientists, donc je suis très contente de vous voir tout ça. Et l'idée, ce serait de mettre une plateforme en place de ce type. Donc voilà, je suis bénévole, je suis une asso, je suis un migrant. Là, un algorithme qui permettrait de les faire matcher au mieux. Pour les migrants, une carte interactive, un peu du type de ce que Singa fait, mais si vous voulez, donc on est rentré en contact avec eux. Et donc nous, c'est une autre dimension,
c'est plutôt pour résoudre des problèmes du type voilà, je suis en Belgique, je vais jusqu'à Calais pour donner des choses dont il n'y a pas besoin, alors que près de chez moi il y a un camp qui est dans le besoin, et aussi du type un réfugié est arrivé en premier en Italie, donc il y a des formalités qu'il doit accomplir sur place, alors que entre-temps il est en France, et donc s'il essaye de passer la frontière, il risque de se faire arrêter. Donc c'est des problématiques européennes, d'où le besoin d'une coordination à l'échelle européenne. Donc au niveau du développement, c'est ça, et au niveau de l'analyse des données, ce serait pour voilà, adapter au mieux les services apportés par les associations pour qu'il n'y ait pas de doublons, justement. Où sont les migrants et où est-ce que ce serait le plus effectif de faire les maraudes, un peu du type de ce qui avait été développé avec la Croix-Rouge. Et on est en face de gens qui ont des smartphones et qui ont beaucoup d'informations, les associations aussi en ont. Donc on pourrait prévoir le flux de migrants, on pourrait mieux adapter les besoins des associations en temps réel. Et c'est pour ça que voilà, bonne soirée. J'ai créé une plateforme de mise en relation il y a bientôt 10 mois que je travaille dessus, entre associations, municipalités qui placent les migrants en centre d'accueil et les capacités d'accueil. Aujourd'hui, à côté de ce projet, ça fait 5 ans aussi que j'ai développé une certaine expertise en accueil de migrants en travaillant avec des hôtels d'hébergement d'urgence. Qui sont très réputés, qui travaillent très très bien et qui sont très très bien vus par les associations qui aimeraient qu'énormément d'autres hôtels copient ce modèle de qualité pour faire des petits déjeuners, des suivis, etc. En voyant ces synergies entre ce site et cette activité et cette charte qualité, j'ai réalisé en voyant les chiffres dramatiques du tourisme de cette année que énormément de capacités d'accueil pourraient se convertir, y compris les campings qui ont que 20% de taux d'occupation, par exemple, en 2016, en logement d'hébergement d'urgence, très rapidement, grâce à nos services de conseil en fait, en conversion qu'on exerce déjà. Et pour ça, il faudrait, cibler ces personnes, cibler ces logements qui peuvent être convertis très rapidement, idéalement avant la fin de l'hiver, et donc offrir une solution de logement, et sûr et certain qu'il y en a largement assez pour loger tous les migrants que vous voyez dans la rue et qui n'ont pas de logement, de la façon la plus rapide possible. Donc cette idée, c'est d'aller scraper exactement comme Data for Food l'a fait sur les sites type TripAdvisor ou alors d'autres sites qui notent les sites touristiques, camping, etc. Voir ceux qui marchent très mal, qui sont très mal notés, qui sont très mal vus, qui n'auront jamais de business et jamais d'activité, et leur expliquer que la conversion vers des sites et même l'investissement à se convertir en hébergement d'urgence est largement rentable pour eux, de préférence en province, pour que ce soit aussi très très rentable pour les associations, car les logements aujourd'hui sont très concentrés en région parisienne et coûtent très très cher pour les associations, alors que relocaliser en province et retrouver des logements adaptés en province serait un gain énorme, et afin que tout le monde puisse y gagner. Je pense que trouver une solution comme ça serait extrêmement efficace. Et en voyant ce que Saint-Plon essaye de faire, je vois aussi plein de synergies possibles, c'est-à-dire qu'en croisant les données de géolocalisation de postes et pour des personnes qui ont certaines compétences dans certaines régions, plus les pas parfaits mais qui pourraient s'en rapprocher, en relocalisant des gens déjà en amont vers des logements où ils auront vers des logements pérennes, je sais pas comment on dit ça, qui durent, et avec une capacité d'intégration sociale dans le tissu économique local. Voilà. Très rapidement, il y a un projet, c'est Beyond Lab. C'est une équipe qui cherche à faire en sorte que la recherche scientifique soit beaucoup plus accessible, beaucoup plus facilement, et à extraire les informations sur qui sont les chercheurs qui travaillent sur quelles problématiques dans tous les laboratoires de France, et rassembler cette information-là sur un même site assez pratique. Donc, si c'est la recherche scientifique, c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux vous mettre en contact avec eux et vous discuter pour voir plus précisément ce qu'on pourrait faire.
Deuxième projet, c'est TechFugees. Je ne sais pas si vous connaissez cet asso. C'est une asso maintenant européenne qui s'est engagée sur l'insertion des migrants également. Ils sont en train de développer une plateforme qui s'appelle Base Fugees, où en fait tous les assos en rapport avec la thématique des réfugiés pourront proposer des challenges, que ce soit des challenges techniques, donc votre grand-mère pourrait faire ce challenge-là, et essayer de le résoudre. Voilà, ils sont en train de travailler sur cette plateforme-là. C'est le tout début du projet. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, dites-moi, je vous mettrai en contact avec eux, et voilà, c'est une super étude. Bon, merci beaucoup pour votre attention, il y a eu beaucoup de pitch. Maintenant, l'idée c'est que les porteurs de projets vous répartissez un petit peu partout, et il y a des bières là, donc prenez une bière, allez taper la discute aux différents volontaires et aux différents projets, et plus tard dans la soirée, je vous enverrai un email avec le lien vers un document où il y a tous les projets, et vers un formulaire où vous allez pouvoir partager les projets sur lesquels vous aimeriez bien bosser, éventuellement les potes avec qui vous aimeriez bien bosser sur ce projet. Et nous, dans les jours qui viennent, on vous recontactera pour commencer à définir les équipes et commencer la saison d'accélération début octobre. Merci beaucoup.